il faut que je te parle de Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, effectivement. On me dit que tout ce que je vais vous dire, on sait déjà depuis le Crétacé. Mais bon là, vous ignorez tout. Bon Eric, je vous demande de vous souvenir. Vous êtes allé nourrir le T-Rex. Vous lui avez donné sa viande du jour. Oui, voilà, la grand-mère. Et donc, quand vous êtes ressorti, vous avez fermé la porte à clé. Et vous avez rangé la dite clé. Ah non, Eric, ne restez pas muet comme une tombe. Ah, et puis voilà, ça va. Hein. Ah, Jurassic Park. Vous n'avez jamais rêvé de prendre des photos de dinosaures? Ou encore de caresser le dos d'un diplodocus? Ou même encore de vous faire déchiqueter le bras par un vélociraptor? Attends, mais c'est pas ça le texte. Eh bien, cher ananasien, chère ananasienne, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à Ananas Park. Bref, Jurassic Park, sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg et distribué par les studios Universal. Jurassic Park qui, en bon français, se dit le parc jurassique. C'est un mot de classe quand même. Hein. Mes enfants, bienvenue au parc jurassique, où vous pourrez voir des dinosaures, des animaux préhistoriques et une végétation luxuriante, aujourd'hui disparue. Oui, mon petit. Il est où, Mickey? C'est également le premier de la saga Jurassic, qui comporte Jurassic Park, Jurassic Park Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Jurassic World Fallen Kingdom, et selon Wikipédia, Jurassic World Le Monde d'après, prévu pour 2022, et qui devrait clôturer la saga. Tout d'abord, avant de s'attaquer à ce Moby Dick du cinéma, quel est son point de départ? Le film est adapté du roman du même nom, écrit par Michael Crichton et publié en 1990, qui met en garde contre les risques du clonage. Mais est-ce que tout ça repose sur des fondements scientifiques? Et surtout, est-ce que c'est possible? Pour bien comprendre la suite, nous allons revenir sur les bases de l'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, a été isolé et découvert pour la première fois en 1869 par le biologiste suisse Friedrich Miescher. Soyons simples, pour faire un être vivant, toi, moi, lui, enfin avant, il faut des sortes de petites bulles, des cellules. Et dans chaque cellule se trouve le noyau. Dans les noyaux, il y a des chromosomes, 23 paires par noyau. Et sachant que la vie est réglée sur un papier millimétré, le moindre changement inhabituel dans ces chromosomes, tels que les doublures, les manques de chromosomes ou même les anomalies dans les chromosomes, et vous vous retrouvez avec des syndromes plus ou moins handicapants. Dans ces chromosomes, il y a 2 chromatides côte à côte. Et ces chromatides sont des petits tuyaux, les télomères. Dans les télomères, on trouve des nucléosomes. Ce sont des sortes de petites boules constituées par les histones. Et ces derniers sont des compactages de double brin d'ADN. Comment ça, vous ne comprenez pas? Ça me semble plutôt clair. Des cellules meurent continuellement. On estime qu'environ 50 à 70 milliards de cellules meurent dans le corps d'un adulte moyen. Quoi? Non, Eric, pas par an, par jour. Vous? Non mais vous c'est différent, vous faites plus de cellules. Parce que vous êtes mort. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'elles continuent de mourir. Elles sont prévues pour ça. Sinon, on appelle ça un cancer. Voilà, maintenant on a fini le fondamental. Un brin d'ADN, c'est 2 colonnes en forme d'escalier en colimaçon, composées de sucre et de phosphate. Ce qui rattache les colonnes entre elles, ce sont des paires de bases, toutes composées de 2 bases nucléiques,
ou base azotée. Cytosine, thymine, adénine et guanine. Appelés respectivement C, T, A et G, les associations sont toujours identiques. T va avec A et C avec G. Mais enfin, Alphonse, avec tous ces T, ces G, ces C, ces A, que vas-tu faire? Un diplodocus? Un pigre, je n'y avais pas pensé. L'ordre dans lequel ils se succèdent le long d'un bras d'ADN constitue la séquence du bras. Et c'est cette séquence qui crée l'information génétique. D'ailleurs, pour information, le moindre changement dans la séquence ADN crée des mutations. Et je parle pas du genre tirer des lasers avec des yeux ou encore faire voler des trucs. Non! Là, on parle de trucs plus sérieux, malheureusement, comme le daltonisme, la mucoviscidose ou autre. Dans Jurassic Park, les scientifiques font revenir les dinosaures à partir de brins d'ADN incomplets croisés avec celui d'un batracien. Quoi? Mais non! Mais non, Eric, non! Bah non, ils l'ont pas trouvé comme ça en se promenant dans la forêt. Enfin, si, mais... Non, c'est pas bien de 10 non plus. Enfin, je vais vous expliquer. Imaginez qu'au temps des dinosaures, un jeune moustique, dont on ne connaît pas le nom, est allé piquer un dinosaure dont on ne connaît pas l'espèce, pour lui pomper son sang et s'en nourrir. Repu par son repas, notre moustique se met au repos. Oui, Eric, il fait la sieste. Sur un pan. Malheureusement pour lui, la résine du résineux va le recouvrir, l'enfermant pour l'éternité dans une bulle avec son repas et l'ADN de sa victime. Et c'est là qu'il a été retrouvé. Mais le problème, c'est que, avec le temps, l'ADN se dégrade et le brin d'ADN de Dino est incomplet. Du coup, les scientifiques de l'histoire ont eu l'idée de le compléter avec un brin d'ADN de batracien. Alors, est-ce que c'est scientifiquement possible de recréer des dinosaures? On a trouvé l'ADN d'un dino vieux de plus de 75 millions d'années et potentiellement utilisable. De plus, selon un article du Monde sorti le 4 mai 2014, eh bien... Attends, je vais plutôt te lire un extrait. Cette année, des biologistes ont franchi une étape avec la création d'une nouvelle espèce de bactéries comportant un ADN partiellement artificiel. Les chercheurs ont réussi à augmenter le code génétique d'une bactérie E. coli. La prouesse est de taille. Les scientifiques ont introduit 2 lettres artificielles supplémentaires aux 4 lettres originales constituant l'ADN de la bactérie. Cette réussite inédite soulève toutefois de nombreuses questions éthiques. Demain, pourrons-nous, nous aussi, modifier notre code génétique à loisir? L'article précise également que les 2 nouvelles lettres se transmettraient génétiquement et également qu'ils auraient des effets potentiellement bénéfiques pour la santé. Par exemple, la mise au point de nouvelles classes d'antibiotiques. Mais écoutez plutôt la suite. Toutefois, une avancée scientifique aussi majeure ne peut qu'inciter tout en même temps à la prudence. En effet, ces travaux montrent qu'il sera certainement possible à l'avenir de créer très facilement des êtres vivants artificiels, dotés de codes génétiques mi-naturels, mi-synthétiques, codant pour des protéines fonctionnant de façon très différente de celles que nous connaissons aujourd'hui, et dont les effets pourraient très bien affecter l'environnement ou la santé de façon totalement inattendue. Il y a donc fort à parier que ce champ de recherche sera en cours des prochaines années de plus en plus encadré, et qui s'accompagnera d'une réflexion sur la dimension éthique de ces applications. Et à partir de ça, plusieurs questions et réflexions se posent par rapport au film. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le merveilleux monde de la spéculation et de l'hypothèse. Est-ce qu'on peut parler d'être vivant à partir du moment où une partie de l'ADN a été recréée par l'homme? Recréer un être vivant disparu naturellement, n'est-ce pas aller à l'encontre des lois de la nature? Vous avez 4 heures. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur Hammond. Je me présente tout d'abord, je suis le professeur Charles Sirocco.
on m'a prévenu que votre entreprise avait besoin de remonter en flèche, que vous avez besoin d'animaux plus grandioses. Pour cela, je vous propose à 47% d'ADN authentique le Tyrannosaurus Cadarus Rex. Écoutez plutôt son bruit majestueux. Je ne dis pas un savoureux mélange entre l'oiseau et le dinosaure. Et si on peut recréer des êtres vivants, pourquoi pas recréer des êtres vivants qui ont disparu plus récemment ou qui sont en danger à cause de l'homme, comme le dodo, l'ours blanc, le rhinocéros, le dithérique? Et oui, oui. Pourquoi pas protéger le rhinocéros et les autres espèces au lieu de devoir les recréer? Pas bête. Et ensuite, si vous devez compléter l'ADN d'un dino, pourquoi prendre celui d'un crapaud et pas un oiseau ou un lézard? C'est plus proche. Et enfin, dernière question. Au moment où on réalise Jurassic Park, on est en 1993. Donc je peux comprendre qu'on n'en sache pas autant qu'aujourd'hui sur les dinosaures. Et quand même, vous pensez réellement qu'on peut compléter comme ça, comme Pépette dans son labo, un brin d'ADN incomplet, alors qu'on sait que ce dernier se casse à la moindre imperfection? Enfin bref, retournons au film. Pour le synopsis, je dirais... Je suis John Hammond. Vous, professeur Grant et professeur Sattler, je vous interromps dans vos recherches pour vous dire de venir dans mon parc. Sans même vous dire pourquoi et ce qu'il y a dedans. Sans vous prévenir qu'il y aura des enfants. Sans vous dire que je balancerai la meilleure punchline au moment où vous contemplerez de manière ébobie des images de synthèse. Et surtout, sans même vous dire qu'un ouragan touchera Isla Nublar, l'île du Costa Rica, créant une coupure de courant, libérant les dinosaures, faisant 3 morts et un blessé, et nous poussant à couper l'île. Mais venez, on va se marrer. Spielberg voulait d'abord donner le rôle de John Hammond à Sean Connery, s'en mettant ensuite sur Richard Attenborough, que vous connaissez dans le rôle du commandant Roger Bartlett dans La Grande Évasion de 1963. Richard Attenborough qui a lui-même réalisé plusieurs films comme Gandhi par exemple. Le personnage d'Alan Grant fut proposé à Harrison Ford qui refusa, pour échoir ensuite à Sam Neill que vous connaissez sûrement dans le rôle de Robert McLean dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de 1998. Le personnage du professeur Sattler fut interprété par Laura Dern, que les plus jeunes verront dans cette escroquerie scénaristique qu'est Star Wars 8, dans le rôle du vice-amiral Holdo. Oui, celle qui a les cheveux violets et qui se sacrifie. Le personnage de Ian Malcolm fut interprété par Jeff Goldblum, que les plus jeunes verront en tant qu'antagoniste principal dans Thor Ragnarok, et pour les plus vieux, le rôle principal dans le remake La Bouche. Dennis Nedry, l'un des antagonistes, est joué par Wayne Knight, qui assure la voix de Hal dans Toy Story 2, et qui a également joué dans Dead Again de Kenneth Branagh 1991. Pour finir, le simple rôle de Ray Arnold est attribué à Samuel L. Jackson. Et pour ceux qui ne voient pas parce qu'il serait resté ces 30 dernières années dans une grotte sur Mars, pensez à Avenger, Pulp Fiction, Les 8 salopards, Star Wars, et je peux en citer plein d'autres. Nous sommes à l'interlude, donc vous allez pouvoir livrer vos commandes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Une tempête? Sérieusement? Eric, allez rallumer le courant. Il faut savoir aussi que le film fut tourné sur l'île de Kauai, située dans l'archipel d'Hawaï, et que le dernier jour de tournage du film sur l'île, il y eut l'ouragan Iliki de force 5, et d'ailleurs, on peut voir les images qui ont été rajoutées dans le film. Les studios choisis furent ceux de Stan Winston, qui s'occupèrent de l'animatronique des dinosaures, mais également de ceux de Alien. Oh, mais c'est qui la mignonne? C'est qui la bébé? Mais c'est qui? Mais c'est toi? Mais oui, c'est toi. La société de George Lucas, Industrial Light and Magic, s'occupa quant à elle des images de synthèse des dinosaures. Mais une pensée me traverse. Si les dinosaures arrivent à tendre des pièges ou même à ouvrir des portes, c'est qu'ils cachent une autre facette de leur personnalité. Les enfants, regardez, un dinosaure qui vit gaiement. Allez, on va pour voir la suite. Franchement, mes amis, soyons honnêtes. Son idée de parc ne fonctionnera jamais. Il faut des heures de vol et le secteur est peu porteur. Dans un parc d'attractions, il ne faut pas des dinosaures. Des souris, vous dis-je.
Non, il va couler économiquement, et la crise va le détruire, c'est certain. Parlons donc des dinosaures. La plupart des dinosaures du film datent du Crétacé. Pour rappel, il y a 3 grandes périodes. Le Trias, le Jurassique, le Crétacé. À la fin du Trias, les dinosaures apparaissent, et c'est à la fin du Crétacé qu'ils disparaissent. Dans le film, seuls le Brachiosaurus et le Dilophosaurus existent réellement dans le Jurassique. Le T-Rex est la star du film, selon Spielberg. L'idée de le faire mécaniquement lui viendrait de son admiration pour le King Kong à taille réelle dans le parc Universal en Californie. Oh, c'est bon, Eric, on peut plus s'amuser, hein. Le T-Rex faisait 6 mètres de haut, 12 mètres de long et pesait 6 tonnes. Bref, une belle côte de barbac. Les dinosaures sont dépeints avec une vision basée sur le mouvement et son environnement, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. La vérité sur les dinosaures, c'est qu'ils avaient tous des plumes sur certaines parties de leur corps, que le Tyrannosaurus, c'est toute une famille dont un seul faisait plus d'1 mètre de haut, et le Vélociraptor du film, en réalité, c'est un Deinonychus. Le vrai Vélociraptor était couvert de plumes, faisait 1 mètre de haut pour une vingtaine de kilos. Tout cela me fait penser que les dinosaures enfermés dans le parc sont confrontés à une technologie moderne, une faune, une flore, des conditions démographiques et géologiques très différentes de ce qu'il y avait au Crétacé et au Jurassique. Je sais pas ce que vous en pensez, Eric, mais je pense que, point de vue bien-être animal, on est bien là. Attention, ce que je dis là, c'est seulement de la spéculation. Mais on pourrait imaginer que ça pourrait être autre chose que des simples animaux de zoo, de la viande par exemple. Allô, maman? Oui, ça y est, je suis au supermarché, tu veux quoi? Des carottes? De la glace? Oh non, maman! Y a plus de viande de T-Rex rouge. Non, si, je te jure. Oui, je prends de la Diplodocus blanche. Oui, promis. Et par contre, je te préviens, il reste plus que de l'ADN 70% non synthétique. On pourrait également imaginer des safaris. Vous imaginez voir se développer une sorte de braconnage et une marché noire? Dans un autre monde, ça pourrait valoir cher, des dents ou des griffes de dino. Et une autre remarque en regardant le film, il y a un moustique qui a réussi à prendre le sang de autant de dinosaures. C'est soit ça, soit il y a beaucoup de moustiques pompeurs de sang très très bien conservés. Notez que ça reste pour moi l'un des meilleurs des films. Mais je pense qu'il montre trop de diversité. Jurassic Park a d'ailleurs fait le plus grand succès du box-office mondial de 1993 à 1998. Le plus grand succès annuel de 1994 dans le monde, le plus grand succès du réalisateur, le plus grand succès de la série de 1996 à 2015. Et le premier film a dépassé les 900 millions de dollars de recettes dans le monde. Jurassic Park a quand même engrangé 914 691 118 $ au box-office mondial de 1993. Oui, Eric, n'oublie pas les centimes. Et petite information culturelle, le film le plus rentable de toute l'histoire, c'est... Non, Eric, pas Avenger Endgame. Autant d'emporte le vent 1939 avec ses 3,44 milliards de dollars à l'heure actuelle. Pour vous situer, en 1993, dans le box-office français, Jurassic Park est numéro 3, derrière Les Visiteurs et Aladdin, mais devant Germinal et Le Fugitif. Et aux USA, il est number 1 devant Madame Doubtfire et Le Fugitif. Alors, j'ai pas le temps de vous parler de tous les produits dérivés que sont les figurines, les comics, les t-shirts, les accessoires. Niveau jeux vidéo, le plus vieux est Jurassic Park, sorti en 1993 sur Super Nintendo, NES, Amiga, Game Boy, Amiga 1200 et PC. Et le plus récent est Jurassic World Aftermatch, un jeu d'infiltration VR, sorti le 17 décembre 2020. Et ils ont fait de tout, des jeux d'action, en passant par les jeux de construction, pour faire un passage chez les jeux de gestion, pour terminer chez les jeux de stratégie, les point and click, ainsi que les FPS. Et dans Jurassic Park, il y a le mot parc. Superbe transition pour vous parler des attractions nées autour du thème de Jurassic Park. Le premier est Jurassic Park The Ride, développé en 1990, bien avant la sortie du film, et qui ouvre ses portes au parc Universal Studios Hollywood en 1996. À Universal's Island of Adventure à Orlando sort toute une section dédiée à l'univers Jurassic Park, avec plusieurs attractions, notamment Jurassic Park River Adventure, qui sort en mars 1999. N'oublions pas 9 attractions, land et spectacles dispersés un peu partout dans les parcs Universal. Jurassic Park, c'est aussi des messages à faire passer, le plus connu étant celui sur l'évolution.
Avec la phrase culte de Ian Malcolm reprise du livre, la vie trouve toujours un chemin. D'ailleurs, petit clin d'œil, à la scène finale, nous voyons des oiseaux, là où les dinosaures sont censés redisparaître. Et comme chacun sait, les oiseaux, ce sont les descendants des dinosaures. Autre thème abordé, de manière plus ironique, nous avons dans le parc des technologies plutôt futuristes pour l'époque qui se confrontent avec des animaux du passé, les dinosaures. Toujours dans le point de vue de l'évolution, regardons le personnage d'Alan Grant, qui dans le livre adore les enfants et bien dans le film les déteste. Et pourtant, plus on avance dans le film, plus Grant apprécie et protège les enfants, preuve que le personnage évolue. Ah oui, tu as aussi cette idée très sympa de voir la femme aller rétablir le courant en milieu sauvage pendant que l'homme s'occupe des enfants. Oui, allô? Oui, ici le stéréotype. Oui, je voulais savoir si vous avez bien reçu notre commande. Oui, tout à fait, c'est la 4 fromages cliché avec supplément misogynie détruite. Ah, vous l'avez reçue? Et comment elle est? Parfaite? Oh bah tant mieux alors. Un autre message encore est celui du rapport à l'argent, qu'on peut voir par rapport au personnage de l'avocat. Et sa phrase culte, nous allons faire des millions avec ce parc. Franchement, c'est un ananas adore cette phrase. Et nous avons également plein de plans où nous pouvons voir des produits dérivés que l'on peut acheter, soit dans le film, soit dans la vraie vie. Il y a également un clin d'œil au cinéma, notamment avec cette scène où le dinosaure s'échappe de sa cage. Grant et Malcolm sont seuls dans la voiture et regardent le dinosaure sortir de sa cage, tels des spectateurs regardant un film. Ils sont derrière un pare-brise qui symbolise l'écran cinéma. Pour terminer, petite iconographie inversée avec le personnage de John Hammond positif au projet Jurassic Park et habillé en blanc contre Malcolm qui met en garde tout le personnel du parc et qui est habillé en noir. Tout cela me fait penser à un truc. Si on peut créer des espèces et que on peut modifier leur ADN de telle sorte à ne faire que des femelles, pourquoi se limiter à ce changement? Et surtout, comme expliqué plus tôt, pourquoi faire des animaux de zoo? On pourrait faire, je sais pas moi, des dinosaures dociles, comme des chiens, ou plus intelligents. Et là vient une autre idée. Pourquoi se limiter à des dinosaures quand on peut créer une nouvelle espèce? Des humains plus puissants, plus intelligents. Vous imaginez pourquoi se limiter à des animaux sous clôture quand on peut créer une nouvelle espèce surpuissante et ultra docile grâce au changement de l'ADN et à une éducation précise? Et je suis certain qu'au fond de toi, tu trouves pas ça très bien, très éthique. Et c'est précisément ce que Jurassic Park essaye de montrer. Que c'est bien beau de créer des dinosaures, mais est-ce que c'est éthique envers les lois de la nature? Ou même de la biologie, de la médecine? Et ça, Rabelais nous le disait déjà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, Ian Malcolm le dit 2 fois dans une seule scène. Bon, différemment. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue. Mais vous la maniez comme un enfant qui vient de trouver le flingue de son père. Et vos scientifiques étaient si préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non, qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Et pour moi, ce sont des phrases qui résument très bien la problématique de Jurassic Park. L'éthique et les limites de l'avancée scientifique. Alors, bonjour à tous. Suite au désaccord formel pour faire le Tyrannosaurus Cadarus Rex de la part de John Hammond, moi en équipe et moi-même avons beaucoup planché sur la question de faire une nouvelle espèce. Nous avons d'abord combiné l'ADN du dinosaure avec celui d'un serpent, ce qui nous a donné ça. Donc ensuite, on a essayé de faire la même chose, mais avec l'ADN d'un alligator. Du coup, on a fait ça. Et pour terminer, du coup, on a fait avec celle d'une grenouille. Et du coup, on a fait... Mais quand vous allez voir ou revoir ce film, vous ne pensez pas directement à toutes ces questions et ces hypothèses liées à l'ADN synthétique. Car quand vous allez voir un film un peu farfelu, vous avez un état mental qui se crée et qui accepte le temps du film que tout ça est vrai. Au cinéma, ça s'appelle la suspension volontaire d'incrédulité. Alors attention, vous ne devenez pas crédule, vous acceptez simplement le parti pris du film, le temps du film, dans notre cas, l'existence de dinosaures synthétiques. Ensuite, il y a... Oui, Eric, on finira cette phrase... Ah bah... Ah, Eric, elle était là la clé.
J'espère au moins avoir augmenté votre culture G.